J'ai récemment découvert ce subreddit via le subreddit du jour et été enthousiasmée par toutes ces histoires. Cela m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps, quelque chose qui reste toujours quelque part au fond de mon esprit. Je n'y ai jamais pensé en tant que bug dans la matrice, mais cela colle si bien. Les souvenirs que j'en ai sont toujours très vifs, même si j'ai aussi tout écrit dans mon journal quelques semaines après les événements. J'utilise ce journal pour écrire ce post afin de rafraîchir mes idées. J'avais 16 ans, et j'étais un adolescent typique. C'était pendant l'été de 1993. Mes parents m'avaient envoyé à Outward Bound, un mois de camp dans la nature avec d'autres jeunes en difficulté, dans le but de repousser nos limites, nous apprendre la confiance, etc. En fait, cela consistait surtout en marche de 15 km par jour avec 20-30 kilos sur le dos, au milieu de nulle part, en compagnie d'autres outsiders qui voulaient juste voir le camp se terminer et rentrer chez eux. Nous étions dans la réserve des Three Sisters, dans l'Oregon, un très beau territoire. C'est à peu près notre deuxième semaine dans ce voyage d'un mois. J'étais peu à peu devenue proche avec une fille de mon groupe, nommée Eva, qui venait de Suisse. J'avais été en Suisse il y a quelques années, ce qui nous permettait de parler des endroits que j'avais visités et qu'elle connaissait. Je ne l'oublierai jamais. J'étais complètement sous son charme. Une magnifique blonde, aux yeux verts, assez bronzée pour une Suisse. La nuit avant l'incident, nous nous sommes embrassés et avons poussé les choses un peu plus loin, non loin du camp. Nous nous sommes fait attraper par l'un des guides qui nous a rappelé que les relations, surtout sexuelles, n'étaient pas permises. On nous le bassinait depuis le début du voyage. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de sexe. J'étais aussi devenue amie avec un garçon qui s'appelait Steve. Il avait eu des ampoules dès la première semaine qui s'étaient pas mal infectées. Les guides voulaient qu'il abandonne et aille chez un docteur, mais il avait refusé. Alors on gardait simplement la plaie propre et pansée, et même s'il boitait un peu, il arrivait tout à fait à tenir le rythme. Il avait persuadé les guides que ce n'était pas très grave, et donc il était resté. Il avait une volonté incroyable, et il était un peu un modèle pour moi. Il était presque toujours le leader du groupe. Maintenant arrive la partie bizarre de l'histoire, la partie qui a tout chamboulé. Nous prenions une pause midi près d'un magnifique bassin à l'eau claire comme le cristal. Il y avait aussi une petite cascade. L'eau était profonde, mais incroyablement translucide, et bleue, et très froide, ce qui était rafraîchissant après une marche sous la chaleur. On pouvait voir le fond, composé de petits graviers. 5 gros rochers étaient disposés en un cercle parfait au fond du bassin, comme s'ils avaient été placés là par quelqu'un. Ils étaient complètement submergés, et à égale distance l'un de l'autre. Quelqu'un a vite remarqué qu'il y avait juste la place dans le centre des rochers pour y plonger depuis la cascade. Quelques autres jeunes, dont Steve avec son pied blessé, ont grimpé et plongé. Et moi, bien sûr, je voulais impressionner Eva. Elle disait que ça avait l'air amusant, mais qu'elle avait trop peur pour le faire, qu'elle essayerait si j'y allais d'abord. Mon ego adolescent a sauté sur l'occasion, et j'ai grimpé sur les pierres glissantes pour arriver à la cascade. Je me souviens avoir regardé cette belle eau translucide et la lumière filtrée par les feuilles de la forêt. Eva me regardait et me souriait. C'était simplement une parfaite et belle journée. J'ai sauté. Et d'un coup, je suis de l'autre côté du bassin, en train de cracher de l'eau, entourée de 2 guides inquiets, avec une migraine incroyable. Les guides me disent que je me suis cogné la tête à l'une des pierres, et que je suis chanceux d'être en vie. Steve a disparu. Eva n'a pas l'air très inquiète, elle est en train de rigoler avec d'autres filles. Quelques autres jeunes sont autour de moi, et l'un des guides m'aide à me relever. La cascade est bien là, mais le bassin a maintenant une couleur boueuse entre le vert et le brun. L'on peut à peine apercevoir les pierres au fond.
Je me dis que je dois avoir soulevé de la boue ou quelque chose du genre lorsque j'ai plongé. Je n'ai pas vraiment les idées claires, mais j'ai l'air d'être dans un état correct. L'arrière de ma tête me fait mal, alors que c'est sur le front que je me suis cognée. Le troisième guide, en réalité le chef, vient me faire passer quelques tests. En quelle année sommes-nous? Qui est président? Quel est mon nom? Nous sommes en 1993. Clinton est le nouveau président. Tout va bien. Nous prenons une pause plus longue juste pour nous assurer que je vais bien. Les guides décrètent que j'ai probablement une légère commotion. Ils veulent me garder éveillée toute la nuit par sécurité. Ils décident aussi de nous faire marcher jusqu'à un autre camp plus proche, au cas où j'ai vraiment une commotion. Si les choses s'empirent, ils appelleront les rangers. Ce n'est que bien après que j'ai remarqué que Steve n'était pas avec nous. Eva avait l'air distante, mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion de lui parler. Les guides voulaient que je reste derrière eux. C'est la nuit, au camp, que je remarque que Steve a disparu. Je panique, pensant que nous l'avons laissé quelque part, et j'en informe les guides. Ils me calment rapidement, et me disent que Steve n'est plus avec nous depuis 4 jours déjà. Quand son pied s'est infecté, ils ont appelé les rangers qui l'ont ramené en ville. Il pouvait à peine marcher, et a finalement été renvoyé à sa maison. Je ne comprenais absolument rien. J'étais sûre que Steve était avec nous. Je me souvenais des 4 jours à marcher avec lui, sa blessure au pied s'améliorant même au fil des jours. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas qu'il pense que j'étais fou. Je me suis dit que je me souvenais mal de certaines choses à cause de ma tête, même si tout me paraissait clair. Je me souvenais distinctement lui avoir parlé à la pause midi. Cette nuit est devenue encore plus étrange. Les guides veillaient sur moi en prenant des tours. J'ai demandé à Eva si elle pouvait rester éveillée un peu plus tard avec moi. Elle m'a regardée comme si j'étais fou. Et son accent était différent. Elle s'est moquée de moi. Le guide remarque et me lance que j'étais un type sacrément persistant. Nous discutons un peu. Il dit que j'avais poursuivi Eva durant tout le voyage et que je devais vraiment abandonner. Il est sympa, mais il me fait comprendre que je donne un peu une impression de creep. Je ne comprends pas. Il enchaîne en disant que cela ne marcherait de toute façon pas, que je ne la verrai plus jamais lorsqu'elle retournerait au Brésil. Au Brésil? Pas en Suisse. Au Brésil. Eva venait du Brésil. Cela ne pouvait pas être possible. Je me suis dit que je devais avoir reçu un plus grand coup sur la tête que je ne le pensais. À partir de ce moment, je suis juste resté silencieux. J'étais complètement perdu. Je suis resté éveillé toute la nuit à y penser. Puis le matin, je me sentais mieux. Le reste du voyage fut normal, mais tout m'a semblé subitement différent à partir de ce jour. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé. J'imagine que c'était simplement ma blessure à la tête. Cela semble être une explication logique, mais une partie de moi n'y croit pas. Mon monde a été chamboulé ce jour-là. Les souvenirs que j'ai d'avant mon accident sont aussi clairs que ceux que j'ai de mon petit déjeuner de ce matin ou du visage de ma femme. Même mes parents me semblaient différents après mon retour. Ils n'arrêtaient pas de me dire à quel point j'avais changé et à quel point j'étais différent. Outward Bound est censé te changer, mais pas de cette façon, j'imagine. Le monde entier semblait simplement différent. Les ordinateurs m'ont paru bien meilleurs d'un jour à l'autre. Par exemple, je ne me souvenais pas avoir un ordinateur aussi cool, juste un merdique. Tout semblait différent. Les jeux vidéo étaient plus populaires et ils étaient mieux aussi. Durant tout le lycée, je me suis sentie comme un outsider, alors que je m'étais toujours intégrée auparavant. Avec les années, je m'y suis habituée et suis redevenue comme j'étais avant, ou comme je suis maintenant. Même si j'ai cette explication rationnelle, ma blessure à la tête, je l'ai toujours doutée. Je me demande si la matrice s'est reprogrammée, ou si j'ai échangé de conscience avec un moi alternatif. Peut-être que je me suis retrouvée dans un univers presque similaire à celui d'où je viens. Mon meilleur ami a trouvé ce subreddit
et m'a dit que je devais partager mon expérience. Elle est assez bizarre et incroyable. Je n'ai aucune preuve de ce qui est arrivé, mais si vous voulez entendre mon histoire, alors écoutez. Pendant l'hiver de 2009, mon frère et moi faisions un road trip aller-retour depuis Portland, Oregon, jusqu'à Port St. Lucie, Florida. Nous faisions ce voyage pour visiter ma sœur qui habite à Port St. Lucie. Son mari et elle venaient d'avoir leur premier enfant, et mon frère et moi étions impatients de voir leur nouveau-né. Sur le chemin de Port St. Lucie, nous avons pris une succession d'autoroutes, du nord-est jusqu'au sud-est, donc une route diagonale. Mais nous avons été plusieurs fois retardés par la neige. Le trajet n'aurait pas dû prendre plus de 3 jours, et a fini par en prendre 5. À cause de ce retard, nous avons dû écourter notre séjour auprès de notre famille. Sur le chemin du retour, nous avons décidé de prendre la route I-10 pour tout le reste du chemin. Cette autoroute traverse toute la Floride jusqu'à Los Angeles et nous gardera à l'abri de la neige. Cela ajoutait plusieurs centaines de kilomètres à notre trajet, mais nous avions tous deux besoin d'être de retour pour le travail le lundi suivant. Cette route nous permettait donc de ne pas être retardés. Pas grand-chose de notable est arrivé le premier jour du trajet retour, mais nous avons tout de même réussi à conduire à peu près 2000 kilomètres depuis Port St. Lucie jusqu'à San Antonio, où nous avions décidé de s'arrêter pour la nuit. Notre plan était d'arriver jusqu'à Las Vegas d'ici la nuit suivante, ce qui nous laisserait un dernier trajet de 14 heures. Tout se passait bien. C'est quand nous avons atteint San Antonio que les bugs ont commencé. Notre voiture était une Honda Civic hybride 2008. Durant tout le trajet, nous étions restés à une consommation de 35 km par litre, ce qui était indiqué sur le tableau de bord. Donc nous avions une assez bonne idée de combien de kilomètres nous pouvions espérer conduire avant de devoir reprendre de l'essence. Il nous fallait en reprendre après à peu près 500 kilomètres, mais nous pensions pouvoir nous permettre de parcourir jusqu'à 600 kilomètres si besoin. À 500 kilomètres de San Antonio à peu près, je remarque que la jauge d'essence descendait bien plus vite que prévu, et donc je change la disposition du tableau de bord pour indiquer les kilomètres par litre. À peine 10 km par litre. Je suis d'abord choquée, puis me dis que nous conduisions probablement en pente ou quelque chose du genre. Je me disais que cela finirait par s'égaliser et que nous pourrions atteindre notre objectif de départ. Mais j'avais tort. J'ai gardé des notes très précises de tout ce trajet. Et cet arrêt que nous avons dû faire à Fort Stockton, Texas, est la seule anomalie de tout mon carnet. Notre voiture, qui normalement affichait du 35 km par litre, avait d'un coup épuisé tout un plein d'essence. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment la consommation d'essence a pu changer aussi subitement dans ces 450 km depuis San Antonio. J'y ai beaucoup réfléchi depuis, et je commence à penser qu'il s'agissait d'un bug intentionnel pour nous obliger à nous arrêter à cet endroit précis. À la base, nous devions reprendre de l'essence dans une ville dont je ne me souviens plus du nom, à peu près 80 km de là. Mais c'était devenu impossible, car nous n'avions plus d'essence. Du coup, notre GPS nous a redirigés vers Las Vegas, Nevada, et nous sommes retournés sur la route qui nous indiquait. Peu de temps après, nous avons réalisé que nous n'étions plus sur la I-10 qui se dirigeait vers l'ouest, mais sur la route du nord. Nous ne nous sommes pas trop inquiétés, parce qu'il nous était déjà arrivé de devoir passer par des routes intermédiaires avant d'arriver sur l'autoroute. Après à peu près 1h30 sur la route 285, nous avons traversé New Mexico, ce qui était 2 heures plus tôt que ce que nous avions estimé. En réalité, le GPS avait estimé qu'il serait plus efficace de passer par Vegas, alors que nous aurions été plus vite en restant sur la 10. Nous étions un peu ennuyés, mais nous avons décidé de suivre le GPS et continuer à conduire vers le nord à travers New Mexico. À peu près 5 heures après notre plein d'essence à Fort Stockton, mon frère et moi avions faim, et nous décidons donc qu'il est temps d'aller chercher quelque chose à manger. Nous nous sentions un peu seuls à conduire dans ce côté de New Mexico. Il y a très peu de villes, et quand il y en a, elles sont petites et presque abandonnées.
Je pense que leur économie est exclusivement basée sur les voyageurs qui doivent faire le plein d'essence. Autrement, je ne vois pas d'autre raison pour expliquer leur existence. Mon frère et moi avons beaucoup parlé de ce qui est arrivé après, mais nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Nous sommes passés à travers une petite ville appelée Vaux, qui avait quelques stations d'essence, et puis une trentaine de kilomètres après, nous avons traversé une autre petite ville du nom de Encino, qui n'avait à notre souvenir pas de station d'essence. En fait, cette deuxième ville n'avait pas l'air d'avoir grand-chose. Je n'étais même pas sûre que des gens habitaient ici. Je me souviens m'être rapidement demandé pourquoi elle existait, avant de penser à autre chose et conduire à travers la ville. Même pas 15 kilomètres après avoir passé Encino, nous avons été surpris de trouver une ville qui n'était pas affichée sur le GPS. Nous n'y avons pas vraiment prêté attention parce qu'il s'agissait d'un modèle pas très cher qui perdait souvent la connexion, même si, généralement, les seules choses qu'il n'affiche pas sont les nouvelles routes et zones de construction. Mais la ville n'était certainement pas nouvelle. Je pensais que mon GPS buguait simplement un peu. Le plus bizarre dans notre découverte de cette ville, c'est qu'aucun de nous deux ne se souvient avoir vu quelque annonce d'une ville de cette taille sur la route. Elle avait tout de même quelques fast-food, restaurants, hôtels, motels et supermarchés, même quelques bars. Je dirais qu'elle devait avoir une population de 10 000, 20 000 personnes. Nous décidons de nous arrêter et manger un bout. Normalement, nous aurions été un fast-food, mais mon frère avait repéré un Ruby Tuesday et voulait vraiment essayer d'aller là. Il y avait quelques Ruby Tuesdays dans la zone de Portland à cette époque, mais aucun de nous deux y avait déjà été. Mais nous savions qu'ils avaient un bon salad bar, et j'imagine que mon frère avait pour une fois envie de manger quelque chose de plus sain qu'un fast-food. J'ai approuvé sa suggestion, parce que j'en avais également marre de manger aussi mal. Pour le reste de l'histoire, je serai N, et mon frère sera G. Nous entrons dans le parking de Ruby Tuesday, sortons de la voiture et pénétrons dans le restaurant. Immédiatement, la serveuse la plus proche nous lance « Oh mon Dieu, ce serait bien N et G ?» Mon frère et moi répondons qu'il s'agit en effet de nous, et la serveuse enchaîne en nous demandant comment nous nous débrouillons à Portland. D'un coup, j'ai réalisé que cette femme nous connaissait alors que nous étions à plus de 1500 kilomètres de chez nous. Peut-être venait-elle de chez nous. Mon frère et moi donnons des réponses très vagues à ces questions, et je vois qu'elle est un peu perturbée par le fait que nous soyons si évasifs. Une fois assis, mon frère me demande immédiatement d'où nous la connaissions, question que j'étais sur le point de lui poser. Je lui dis que je n'avais aucune idée de qui elle était, et qu'elle avait dû nous confondre avec d'autres personnes. Pas plus d'1 minute plus tard, un barman entre et s'exclame « Mais non, G et N, vous êtes de retour pour travailler ?» Pardon. Nous nous empressons de répondre qu'il a dû nous confondre avec d'autres gens. Il rit et prend notre réponse comme une blague. Il continue dans la même veine et commence à nous demander comment étaient les cours de physiologie et anatomie que nous avions suivis en Oregon. Je me souviens m'être d'un coup dit « Ok, là ce n'est plus une coïncidence. Mon frère et moi avions suivi 3 mois de cours à la Portland State University quand nous avions la vingtaine, et nous tirions sur la fin de la vingtaine quand cette histoire a eu lieu. Finalement, je demande au barman d'où exactement il pense nous connaître. Il s'est subitement arrêté et a commencé à nous regarder bizarrement. Puis il dit « Ah ben merde, vous ressemblez vraiment beaucoup à 2 types qui travaillaient ici. » Il s'excuse et dit qu'il doit retourner travailler. Après un petit moment, notre commande arrive et nous remarquons que la serveuse qui s'occupait de nous et nous avait apparemment reconnus à l'entrée avait été remplacée par une autre. Ce n'était pas très grave, mais assez bizarre. Puis quelqu'un que j'imagine être le manager vient nous aborder avec un grand sourire. Mais alors qu'il s'approche de nous, il regarde un peu au-dessus de nos têtes et s'arrête. Je pense que quelqu'un derrière lui faisait de grands gestes, lui prévenant de ne pas nous parler. Ayant compris le message, il s'est rapidement retourné et est reparti sans dire un mot. Ce repas a été rapidement devenu le plus gênant de notre vie.
Il avait commencé avec des inconnus nous accueillant comme si notre retour était un événement et avait fini avec tout le monde évitant de croiser notre regard. Après avoir fini notre repas, la serveuse nous a dit que les caisses étaient cassées et que le repas était donc à leur charge. J'avais très envie de demander à la serveuse le nom de la ville dans laquelle nous étions, mais j'avais aussi très envie de partir le plus rapidement possible de cet endroit. Après le restaurant, nous avons décidé de faire le plein d'essence avant de retourner sur l'autoroute. J'imaginais que le nom de la ville serait inscrit sur le reçu du restaurant, mais il n'y avait rien. Le reste du trajet fut assez normal. Nous n'avons pas arrêté de parler de ce Ruby Tuesday et du fait qu'il était bizarre d'en trouver un comme ça au milieu du New Mexico. Nous avons finalement conclu que nous avions des sosies avec les mêmes noms que nous et même rigolé sur le fait que les personnes qui se ressemblent finissent souvent par prendre les mêmes choix dans leur vie indépendamment de leur éducation. Nous nous sommes persuadés que tout cela n'était qu'une grosse coïncidence. Une fois de retour à Portland, nous décidons de faire quelques recherches et trouver le nom de cette ville. Nous savons que nous avons refait le plein à l'intersection de la 285 et I-40, ce qui veut dire que nous avons effectivement dû passer Vaughan et Encino. Donc il y aurait dû y avoir une ville entre notre arrêt et Encino. Mais je n'ai trouvé ni sur une carte normale, ni sur une carte satellite, où pourrait bien se situer cette ville. Nous n'avons jamais vraiment été capables d'expliquer ce qui est arrivé ce jour-là. Je me souviens encore avec clarté de la tête de la serveuse et son air de malaise face à notre comportement distant, et du changement dans la voix du barman quand il a réalisé que nous n'étions pas les personnes qu'il pensait, et m'être dit que le manager ressemblait vraiment beaucoup à Ken Moreno. Mon frère et moi savons que tout cela est arrivé, mais jamais nous n'avons pu trouver une explication. Peut-être que des redditeurs peuvent me donner une réponse, ou peut-être que c'était un bug. Peut-être quelqu'un a-t-il fait le même trajet sur cette route et connaît cette ville? Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai fait une sorte de rêve hier. Mon rêve s'étendait sur mes 3 premières années d'université et se terminait en juin 2016, après la fête d'anniversaire de mon cousin. Mon cousin a à peu près le même âge que moi, et dans mon rêve, il était ami avec mon petit copain, et il nous avait fait nous rencontrer dans le cadre d'un projet de sociologie, mais ce n'est pas très important, j'imagine. Nous étions à son anniversaire de 22 ans, et il avait soufflé les bougies de son gâteau. Ses amis étaient ivres et bruyants. J'étais ennuyée et embêtée, parce que mon copain voulait revenir chez moi. Soi-disant, il avait quelque chose à me dire, et je n'étais pas du tout d'humeur à faire l'amour. Il faisait cela souvent, donc j'étais à peu près sûre que c'était ce qu'il voulait en me disant ça. Il s'était comporté de façon un peu étrange récemment. J'avais appris qu'il avait invité une amie de son ancienne école, Amanda, chez nous, donc je lui avais refusé mes attentions pour un petit temps, et je ne voulais pas de nouveau me disputer avec lui. Il insistait beaucoup, alors j'ai menti, et lui ai dit que j'avais promis à ma sœur d'aller la chercher à l'école. Elle aimait bien que j'aille la chercher, donc cela ne la dérangerait sûrement pas. Elle vit chez ma tante, qui est gérante d'une boutique près de chez elle. Nous partons donc, et montons sur l'autoroute. Puis, mon copain commence à se plaindre de mon manque d'attention à son égard, et m'énerve de plus en plus. Je lui réponds en criant, et en l'accusant de me cacher des choses depuis quelques semaines, je pleure parce que je commence à croire qu'il me trompe. Je suis toujours en train de pleurer et crier, la tête penchée sur la fenêtre, puis d'un coup il enfonce le frein et me lance une petite boîte. Il crie « J'ai invité Amanda parce que je voulais qu'elle m'aide à choisir cette foutue bague. Je voulais t'épouser. » Il commence aussi à crier et pleurer, et je suis en état de choc. Une voiture jaune d'un coup essaye de nous dépasser, mais se heurte à sa fenêtre et renverse notre voiture sur le côté. Je me suis immédiatement réveillée après ça, et je me sentais soulagée parce que ce n'était qu'un rêve.
Mais après, j'ai réalisé que j'étais dans mon ancienne chambre, chez mes parents, avant les travaux que nous avions faits. J'ai essayé de me rendormir en pensant qu'il devait s'agir d'un de ces rêves dans un rêve, mais je n'y arrivais pas. Alors je suis juste restée là, jusqu'à ce que ma mère, qui est décédée, arrive et me demande pourquoi je n'allais pas à mon cours de biologie. J'ai paniqué, et je pense avoir crié qu'elle était un fantôme, puis je me suis évanouie. Elle m'a longtemps caressé les cheveux parce que je n'arrêtais pas de pleurer, puis elle m'a dit de me rendormir et est partie. Je commence à paniquer un peu moins, mais je suis vraiment perdue, et je n'ai rien fait depuis hier à part rester allongée dans mon lit. Ma mère pense que je suis malade, mais c'est juste que je ne sais absolument pas quoi faire. Je rejoue constamment toute cette histoire dans ma tête. Tout me paraissait si normal et familier. Mon copain me manque vraiment, et mon meilleur ami aussi. Je commence à croire que cette réalité est peut-être mon rêve principal. Comment puis-je savoir que c'est un rêve? Mon compte Reddit a 8 mois d'ancienneté dans cette réalité, mais dans l'autre, j'avais arrêté d'utiliser Reddit après son deal avec Google. Je suis tellement perdue. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans mon rêve ?